Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du budget 2018. Les débats ont débuté hier au Sénat avec la discussion générale qui a pris environ toute la journée. Puis, c'est l'article 27 autour de la participation de la France au budget de l'Union européenne qui a été appelé en priorité. Je vous propose d'ailleurs de voir les discussions ce matin, des discussions relativement consensuelles puisque l'article a été adopté sans modification et alors qu'un seul amendement avait été déposé. Le budget de la participation de la France au budget de l'Union européenne pour 2018 est évalué à 20,2 milliards d'euros, en hausse de 3,8 milliards par rapport à la somme qui a été effectivement versée en 2017. Il faut savoir que la France est le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne, mais elle est également la troisième bénéficiaire de ce budget après l'Espagne et l'Italie. Néanmoins, elle reste contributrice nette à hauteur de 9 milliards d'euros, mais c'est sans compter les bénéfices qui sont tirés du plan Juncker, qui sont évalués à 15 milliards d'euros pour la France. Tout de suite donc, retour au débat d'hier dans l'hémicycle. Nous allons examiner l'article 27 relatif à l'évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne. Dans le débat, la parole est demandée et accordée bien sûr à Monsieur Patrice Joly. On va peut-être commencer par Monsieur Jean Bizet dans ce cas-là. Non, il est là, Monsieur Joly. Ah, pardon. La parole est donc à Monsieur Patrice Joly. Je savais que tu n'étais pas loin. Rapporteur spécial de la Commission des finances. Très bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, l'article 27 traite du montant de la contribution de la France au budget européen pour l'année 2018. Le vote de cet article, même s'il est contraint, est l'occasion pour le Parlement d'apprécier chaque année la pertinence des priorités européennes mises en œuvre. L'année 2018 s'inscrit dans un contexte particulier. Le Brexit et les négociations en vue de son dénouement, l'arrivée à mi-parcours de la programmation 2014-2020 et le contexte de pré-négociation du programme de l'après-2020. Pour rappel, la France se plaçait en 2016 à la deuxième place des contributeurs nets en volume après l'Allemagne. Notre pays était en même temps le troisième bénéficiaire en volume des dépenses européennes après l'Espagne et l'Italie. Ce budget de l'Union européenne bénéficie de manière très concrète à l'ensemble de nos territoires, ce qui n'est pas toujours correctement perçu par la population française, qui témoigne, comme d'ailleurs la population d'autres pays européens, d'une certaine défiance vis-à-vis de l'Union. Au sein de ce budget, je pense bien entendu à la politique agricole commune, qui à la fois contribue à garantir un revenu aux agriculteurs, concourt à l'aménagement du territoire et accompagne les efforts des agriculteurs vers la transition écologique. J'aurais pu également citer le Fonds européen pour les investissements stratégiques, mis en place dans le cadre du plan Juncker, qui permet aujourd'hui de soutenir 57 projets sur l'ensemble du territoire et qui font de la France l'un des premiers bénéficiaires de ce plan. L'article 27 du projet de loi de finances pour 2018 évalue le montant de la contribution française à 20,2 milliards d'euros, soit une hausse de 3,8 milliards d'euros par rapport au montant qui devrait être effectivement payé en 2017. Cette progression s'explique essentiellement par la montée en charge des programmes de la politique de cohésion après plusieurs années de sous-exécution en début de programmation. Le 18 novembre dernier, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur le budget pour un montant légèrement inférieur à celui proposé par la Commission européenne. Madame la Ministre, dans la mesure où les crédits proposés dans le PLF étaient fondés sur les chiffres de la Commission, le montant du prélèvement sur les recettes pour 2018 fera-t-il l'objet d'un ajustement à la baisse, comme cela a été le cas pour les crédits prévus initialement au titre de l'année 2017 ? 2018 verra s'intensifier les négociations en vue de la programmation de l'après-2020. À cet égard, un certain nombre de défis se posent à l'Union. Comment combler les pertes de recettes consécutives à la sortie du Royaume-Uni ? Comment financer les nouvelles priorités telles que la transition écologique, les enjeux migratoires
ou encore la lutte contre le chômage des jeunes, sans sacrifier la politique agricole commune et la politique de cohésion. Comment rééquilibrer le système de ressources propres? Depuis les années 80, le budget européen dépend principalement des contributions des États membres. Or, les budgets nationaux sont de plus en plus sous pression et les États tentent de limiter leurs contributions au financement de l'Union afin de réduire ce qu'ils considèrent comme un coût sur le budget national. C'est pourquoi il est urgent que l'Europe se dote de ressources propres. Cette réforme du système des ressources propres doit être l'occasion de faire avancer l'harmonisation fiscale en Europe et de lutter contre la concurrence déloyale entre États membres qui, comme nous l'a rappelé le scandale des Paradise Papers, prospèrent toujours. Parmi les pistes en cours de discussion, le projet d'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés est certainement le plus ambitieux. Fondé sur le principe selon lequel les impôts sont payés là où les bénéfices sont réalisés, il présenterait l'avantage d'accroître la justice fiscale, tandis qu'une part de son produit pourrait être affectée au budget de l'Union. Des options plus pragmatiques, comme la taxe sur les chiffres d'affaires des grandes entreprises du numérique, les fameux GAFAM, doivent être et peuvent être adoptées rapidement. Sur ces sujets, il importe en effet de progresser vite, car les attentes de nos concitoyens sont fortes. C'est une question de justice fiscale et sociale. S'agissant des conséquences du Brexit, qui entraînera une perte de recettes d'environ 10 milliards d'euros nets par an, il nous faudra être vigilants sur la politique de cohésion. En effet, pour rééquilibrer le budget de l'Union, plusieurs pistes de réduction des dépenses sont à l'étude. Parmi elles, une baisse de 15 à 30% des crédits affectés à cette politique. Cette politique est d'autant plus fragilisée que d'importants retards de mise en œuvre sont constatés dans tous les États membres, dont la France. La lourdeur des procédures de contrôle et d'audit semble y être pour beaucoup, mais aussi la prolongation du délai de mise en œuvre du dégagement d'office. Cette situation est dommageable pour les porteurs de projets, mais elle fait aussi peser un risque sur la bonne exécution du cadre financier. Pourtant, la politique de cohésion constitue un lien essentiel entre l'Union européenne et les collectivités territoriales, y compris les plus pauvres et les plus isolés. À cet égard, la prise en compte de territoires homogènes au regard de leur richesse, dans le cadre de la nomenclature des unités territoriales statistiques, constitue un enjeu essentiel pour l'avenir. Permettez-moi enfin d'insister sur le fait que le budget européen que nous voulons pour demain doit nous permettre de renforcer la vocation d'origine de l'Union, qui est d'assurer la prospérité, la solidarité et la lutte contre les inégalités, mais aussi de lui donner les moyens nécessaires d'être une puissance d'avenir, à la fois compétitive et capable de faire évoluer son modèle de développement. C'est à cette condition que l'on renforcera la souveraineté européenne, garantissant la démocratie, la liberté et la paix. En conclusion, et pour revenir sur le seul aspect budgétaire, je recommande au nom de la Commission des finances d'adopter sans modification l'article 27 du projet de loi de finances pour 2017. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bizet, président de la Commission des Affaires européennes, pour 3 minutes. Bonjour, Monsieur Bizet. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, permettez-moi de saluer le travail du rapporteur spécial de la Commission des finances, Patrice Joly. Après lui, je constate la progression de la contribution de la France. Cette évolution doit nous conduire à prendre conscience de 3 défis que le budget européen est appelé à relever, avec les conséquences qui en résultent pour la contribution de notre pays. Le premier défi regroupe les nouvelles priorités que l'Union européenne est appelée à assumer, avec leurs conséquences budgétaires, bien évidemment, la sécurité, le contrôle des frontières, le terrorisme, la défense et les crises migratoires, autant de défis et d'attentes qui sont également celles de nos concitoyens. Le deuxième défi est d'avoir un budget européen adaptable à l'imprévu, sinon à l'imprévisible. La crise migratoire a démontré la difficulté pour l'Union de trouver rapidement, dans ses procédures budgétaires, la flexibilité nécessaire à des réponses efficaces. Troisième défi, la réduction programmée des ressources budgétaires de l'Union. Le Brexit, tout comme la nécessaire maîtrise des budgets nationaux, vont peser sur la marge d'action financière des politiques européennes. Pour bon nombre d'États membres, dont la France, le Brexit entraînera à budget européen constant une contribution plus élevée au budget européen.
Ces 3 défis doivent conduire à réinventer le cadre budgétaire sous au moins 3 aspects. Premièrement, il faut avancer sur la question des ressources propres. Elles sont aujourd'hui insuffisantes, aux alentours de 25-28%. Il est nécessaire que la contribution des États au budget de l'Union européenne ne soit plus, comme le rappelait M. Monti, un simple enjeu de juste retour. Des propositions précises sont désormais sur la table des gouvernements qui doivent s'en emparer. Deuxièmement, le moment est venu d'établir des priorités et de les hiérarchiser. À cet égard, un critère doit prévaloir, c'est celui de la valeur ajoutée européenne. C'est à l'aune de ce concept que sera désormais mesurée la légitimité des politiques européennes. Légitimité et acceptation sociétale. Troisièmement, 2 politiques sont en particulier concernées, la politique agricole commune et la politique de cohésion. L'exercice de réflexion est bien sûr nécessaire, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La PAC, c'est un mécanisme de gestion de marché. Il permet, ce mécanisme, de prévenir les crises et d'assurer la protection de la partie vulnérable des populations agricoles européennes. C'est aussi un enjeu essentiel de sécurité alimentaire, de développement durable, de climat et d'environnement. La politique agricole relève donc, à mon sens, de la valeur ajoutée européenne. Et si elle peut paraître aux yeux de certains, notamment d'Europe du Nord, une politique un petit peu ancienne, elle n'a jamais été aussi pertinente. Quant à la politique de cohésion, sa valeur ajoutée européenne n'est guère contestable, mais nous avons besoin d'un véritable choc de simplification administrative et de mise en cohérence des fonds. Il est bien évident aussi que dans une période de contraintes budgétaires nationales, ces fonds de cohésion ont aussi, à l'adresse des maires de ce pays, une lisibilité plus forte encore. Ils visent les mêmes cibles, mais avec aujourd'hui des réglementations concurrentes, sinon contradictoires. Il faut rationaliser les règles complexes de contrôle et d'audit qui la bloquent depuis longtemps, avec, en contrepartie, une logique de performance. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur André Gattolin, pour La République En Marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la France est solidaire de l'Europe, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle veuille. Elle a été dans la souffrance, elle l'est dans son économie, elle le sera dans son destin. La France a une tâche européenne qu'elle ne peut éluder. Alors oui, je sais, il est de bon ton de citer Albert Camus, même si, dans le contexte et le cadre d'une discussion budgétaire, ça peut paraître un peu décalé, voire incongru. Mais ces mots de Camus sont superbes et on oublie parfois qu'il fut un penseur incisif et visionnaire de l'Europe. Et ces mots qu'il a posés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe à l'époque exsangue, qui venait de se déchirer comme jamais auparavant, méritent, à mon sens, d'être rappelés aujourd'hui, à une époque où notre continent est traversé par de multiples crises et qu'il s'interroge sur son avenir, sur sa cohésion et sur le sens à donner encore au mot de solidarité entre les peuples et les nations qui la composent. Ces superbes mots de Camus ne sont sans doute pas si incongrus et si inutiles aussi à rappeler quand il s'agit de donner un peu de sens et de profondeur à un article 27 du PLF dont le moins qu'on puisse dire, c'est que sa formulation est des plus concises et des plus arides. Des plus arides parce que 34 mots pour plus de 20 milliards d'euros engagés, ça fait environ 594 millions d'euros le mot. C'est pas donné et c'est pas très clair. Alors je ne m'étendrai pas ici sur le mode de calcul un peu complexe de notre contribution annuelle au budget européen. D'abord parce que les orateurs qui m'ont précédé et surtout ceux qui vont me succéder le feront avec brio. Ensuite parce que cela contribuerait à éluder ou en tous les cas à cacher une partie pourtant essentielle du débat qui doit être attachée à la discussion de cet article. En effet, quelle Europe voulons-nous et de quels moyens sommes-nous prêts à nous doter pour y parvenir ?
Mais avant d'effleurer cette question, je voudrais procéder à un ou deux constats qui résultent d'une lecture, pour le coup, strictement comptable de cet article. Premièrement, cette contribution de la France au budget de l'Union européenne augmente de 8% par rapport à l'an passé, après qu'elle ait connu une baisse par rapport à l'exercice antérieur. Et je m'en réjouis fortement, car même s'il ne s'agit là que d'une des variables qui impactent sur le calcul de notre niveau de contribution, cela signifie que notre revenu national brut tend à s'améliorer et surtout que les données prévisionnelles de la Commission européenne qui fondent ce calcul témoignent d'une confiance retrouvée en notre économie, en tous les cas dans la sincérité de nos comptes. Second constat, la France est, après l'Allemagne, le second pays contributeur au budget de l'Union. Mais ce que ce PLF, comme les précédents d'ailleurs, ne dit pas et ne peut pas malheureusement dire, c'est faire apparaître précisément les recettes, dans les recettes au budget de l'État, ce que le pays reçoit en retour, puisque ça n'appartient pas strictement au budget de l'État. Car la France est le troisième bénéficiaire en Europe en volume des aides accordées par l'Union. Alors certes, et très formellement, la France reste un contributeur net d'environ 9 milliards d'euros. C'est d'ailleurs le sens même de la solidarité entre nations et régions sur lequel s'est fondée, puis a prospéré l'Union européenne depuis sa création. C'est cette solidarité qui a aussi permis d'instaurer une paix durable au sein de l'Union et il est bon, je crois, aujourd'hui de le rappeler. En réponse, en effet, à celles et ceux qui, à gauche comme à droite, surtout à l'Assemblée nationale, dont j'ai relu les travaux autour de cet article, entament aujourd'hui l'ancienne thatchérienne du « I want my money back », il est bon aussi de rappeler que cette contribution nette de la France, qui les gêne tant, n'intègre naturellement pas les apports positifs du plan Juncker en matière d'investissement dans notre pays, et moins encore la dynamique positive, évidente mais plus difficile à chiffrer précisément, pour notre économie de notre appartenance à l'Union. Ceux qui doutent encore de cette dynamique n'ont qu'à se pencher sur ce qui commence à se passer de l'autre côté de la Manche depuis la décision de nos voisins britanniques de quitter l'Union. Madame la ministre, précisément parce que la nature de la construction de notre budget national laisse à penser que l'Europe nous coûte beaucoup plus cher qu'elle nous rapporte, j'avais, il y a un peu plus de 4 ans, dans un rapport sur la citoyenneté européenne, commis pour le compte de notre belle commission des affaires européennes, suggéré que le gouvernement produise annuellement, merci mon cher collègue, suggéré que le gouvernement produise annuellement un rapport qui serait largement publicisé, qui évalue plus formellement les apports concrets de l'Europe pour l'économie et la vie dans notre pays. Le gouvernement de l'époque, je le regrette, en dépit du soutien de mon ancien président Simon Sutour, n'a jamais donné suite à cette suggestion, car il considérait sans doute que de parler d'Europe à cette époque, c'était automatiquement ouvrir le flanc à sa critique. Alors, Madame la Ministre, alors que nous nous apprêtons dans les mois qui viennent à engager dans notre pays, comme dans le reste de l'Union, une large consultation de nos concitoyens sur notre avenir commun, je crois qu'il serait bon d'envisager à nouveau l'opportunité d'une telle publication beaucoup plus pédagogique que le chiffre que nous étudions ici. Pour conclure mon propos, je veux souligner ici combien la question du budget de l'Union est une question capitale et qui dépasse largement le strict enjeu financier. Le budget de l'Union, à mon sens, est un enjeu politique au sens noble du terme et au plus beau sens de ce terme. Comment redynamiser, comment refonder l'Europe si nous ne dotons pas des moyens pour le faire? Alors, au moment où on commence en catimini à élaborer le prochain cadre pluriannuel financier pour l'Union, ayons le courage de tirer les conclusions du cadre financier 2014-2020 qui touche bientôt à sa fin. Le malthusianisme qui avait présidé à sa construction finale nous a profondément handicapés, nous contraignant à des logiques excessives de fongibilité entre les différents chapitres de ce budget, nous forçant à diminuer nos ambitions initiales, déjà bien rabattues après la décision finale, pour ne répondre que partiellement à de nouvelles urgences apparues depuis 2014. Alors, dans un monde, je termine, dans un monde profondément en mutation, tout le monde s'accorde à penser qu'il est aberrant de bâtir un cadre financier pour 7 ans, surtout quand celui-ci dépend presque exclusivement de contributions nationales des États membres et qu'il n'offre aucune véritable marge de manœuvre en cours de route. Merci de bien Madame la conclure. ministre, je termine, pourriez-vous nous dire quelles sont
sinon les choix arrêtés par le gouvernement, mais tout au moins la philosophie de celui-ci sur ce sujet. Je vous remercie. Monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe CRCE. Madame, avec votre permission, je vais rester sur la montagne, ça fera gagner du temps à tout le monde. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, notre débat sur la participation de la France au budget de l'Union européenne intervient à un moment très particulier. En effet, dans un rapport publié le 16 novembre dernier, la Cour des comptes européenne dresse un bilan accablant des 3 plans européens soi-disant destinés à aider la Grèce. Dans le même temps, nous apprenons que la Banque centrale européenne a réalisé 7,8 milliards d'euros de plus-value entre 2012 et 2016 sur ses rachats de titres grecs et qu'ils seront redistribués aux banques centrales nationales de la zone euro. Ainsi, le budget dont nous discutons aujourd'hui est nourri des misères imposées au peuple grec, de la même façon que Chronos, le dieu aux pensées fourbes, dévorait ses enfants pour assurer son pouvoir. Après 7 années de gestion directe de la Grèce par la Troïka, ce pays est exsangue. La politique dogmatique et implacable de la Commission européenne consista à réduire drastiquement les dépenses publiques et à augmenter sans fin dans les mêmes proportions la pression fiscale. Cette saignée a eu les mêmes résultats que les purges imposées par le pseudo-médecin Diafoirus de Molière à ses patients qui mouraient guéris. Après cette cure dévastatrice, la Cour européenne constate que la pauvreté de la Grèce est terrible, que les jeunes actifs ont quitté le pays, que l'économie est toujours aussi atone, que le système financier est totalement délabré et que la dette est à un niveau tellement insoutenable qu'il est douteux qu'elle puisse être remboursée un jour. La même Cour considère que les politiques économiques appliquées à la Grèce étaient totalement inappropriées et conclut ce bilan par ce constat, je cite, « En l'absence de feuille de route stratégique pour stimuler les moteurs potentiels de la croissance, la stratégie d'assainissement budgétaire n'a pas été propice à la croissance. » Gardons à l'esprit cette appréciation, nous qui allons voter pour notre pays un budget dont l'esprit est très proche de celui qui a été imposé à la Grèce. Il est à craindre, en effet, que l'austérité sévère que vous imposez à la dépense publique et la ponction fiscale supplémentaire dont vous affligez les foyers qui gagnent le moins ait des conséquences désastreuses sur la consommation. Ces efforts supplémentaires ont été jugés insuffisants par la Commission européenne qui considère que le déficit structurel de la France va continuer de s'accroître dans des proportions qu'elle estime à 0,4 points du PIB. Sur cette pente, et dans la logique de l'ordolibéralisme, les efforts ne vont jamais assez loin. Des organismes internationaux comme le FMI et l'OCDE recommandent l'abandon de cette politique de l'offre pour engager une politique volontaire de soutien de la demande. Pourquoi ne sont-ils pas entendus par la Commission européenne et le gouvernement? Le Portugal a eu le courage politique de sortir des ornières dans lesquelles on voulait le maintenir, en augmentant le salaire minimum de 15%, en réduisant le temps de travail des fonctionnaires, en bloquant les privatisations et en relançant les grands projets d'aménagement. Ces mesures l'ont engagé dans un cercle vertueux de croissance qui le place aujourd'hui dans une situation sociale et économique bien meilleure que celle de la France et qui lui permet même de respecter les critères de la Commission européenne avec un déficit ramené à 1% en 2018. Une autre politique budgétaire est donc possible. La France, parce qu'elle est l'un des principaux contributeurs au budget de l'Union européenne, dont elle apporte 15% du montant total, et parce qu'elle verse 5 milliards d'euros en sus de ce qu'elle reçoit, aurait toute la légitimité pour demander à la fois un bilan critique des politiques économiques coercitives mises en œuvre par la Commission et un examen poussé de l'efficacité du budget de l'Union européenne et de la pertinence des actions entreprises. En effet, il y a urgence à renouer le lien social entre l'Europe, ses citoyennes et ses citoyens. L'essor continu et général des partis d'extrême droite racistes et xénophobes, y compris en Allemagne, et les mesures ouvertement contraires aux valeurs humanistes européennes par lesquelles plusieurs États de l'Union y répondent, sont autant de symptômes de la crise sérieuse traversée par l'Europe. Elle est de moins en moins perçue comme l'horizon d'attente d'une construction politique au service de la paix et de l'émancipation humaine et de plus en plus comme un empilement de structures bureaucratiques à la disposition d'un pouvoir économique qui agit contre l'intérêt des peuples.
Nous avons besoin d'une nouvelle Europe qui les protège et les aide dans leurs projets d'émancipation. Une Europe qui encourage la constitution d'une communauté fondée sur le partage de nos valeurs communes. La froide rigueur comptable de cet article 27 ne contient rien de tout cela et nous voterons contre. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour l'Union centriste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'Europe a été trop faible, trop bureaucrate, incapable de répondre aux enjeux qui se présentaient à elle. Combien de fois avons-nous entendu ces discours critiques, souvent malheureusement fondés? Aujourd'hui, pourtant, j'ai le sentiment que ces discours évoluent. Malgré, ou peut-être grâce au Brexit, l'Europe redevient porteuse d'espoir. L'avenir de l'Europe est bien plus important que le Brexit, disait il y a quelques jours Angela Merkel. Confrontés au risque de voir exploser ce modèle de société construit depuis 40 ans, nous mesurons les choix qui se présentent désormais à nous. Voulons-nous moins d'Europe, comme le Royaume-Uni, et si oui, pour évoluer vers quel modèle de société? Ou voulons-nous une Europe solidaire et renouvelée dans son organisation, dans sa méthode, dans ses missions, une Europe apte à relever les défis? Nombreux sont ceux qui partagent la vision ambitieuse du président de la République, prônant une Europe de la confiance, de la convergence, qui s'empare des sujets stratégiques et, comme le disait Jean-Claude Juncker, s'occupe davantage des grands sujets et moins des petites choses. Cette recherche d'efficacité oblige à de grands pas en avant. En matière de création d'un budget propre à la zone euro, d'un ministère des Finances, d'une Europe de la défense, en matière de lutte contre le terrorisme avec un parquet européen, en matière de politique migratoire avec un office européen de l'asile pour harmoniser les procédures, en matière de police aux frontières, de lutte contre le dumping social, de taxation des grands géants du net, de transition écologique ou encore d'aide au développement. Une Europe qui doit devenir audacieuse, oser avancer plus vite et plus loin, quitte à organiser plusieurs niveaux d'intégration, favorisant les avant-gardistes, sans pour autant exclure les moins intrépides. Une Europe unie, mais pas pour autant uniforme, une Europe démocratique et souveraine, qui se numérise, qui innove, dans le cadre d'un marché unique alliant protection, exigences sociales, environnementales et stratégie commerciale. La France, nous le savons, avec l'Allemagne, a un rôle moteur à jouer dans la refondation de cette nouvelle Europe. Le rapport des commissions des affaires européennes et affaires étrangères du Sénat sur la relance de l'Europe, il y a quelques mois, propose une série de mesures propices à renforcer cette légitimité démocratique dont a tant besoin l'Union européenne pour renouer la confiance nécessaire. Il préconise notamment l'association et la reconnaissance des parlements nationaux, voire des citoyens, pour lancer des initiatives, interpeller les représentants et engager des débats. Car la reconstruction, nous le savons, doit partir des peuples si elle veut insuffler l'envie d'Europe. Aujourd'hui, simples gardiens du principe de subsidiarité, les parlements nationaux pourraient demain déléguer à une convention restreinte, chargée de statuer souverainement à la majorité qualifiée sur des mesures économiques et financières, notamment lorsqu'elles impliquent une modification du traité fondateur. Quant à la Commission, elle doit devenir le véritable gouvernement européen, responsable devant son Parlement. Ainsi, les citoyens européens pourraient identifier clairement et, s'ils le jugent opportun, renverser ceux qui détiennent ces responsabilités. Il est inacceptable pour les salariés, pour les entreprises et pour les gouvernants que des conditions de travail et de protection sociale déséquilibrées puissent subsister, comme cela a été le cas avec la directive dite des travailleurs détachés. Et l'initiative de la France en ce sens, Madame la Ministre, de la révision est déterminante pour la cohésion à venir de l'Europe. Car la convergence fiscale doit s'imposer, nous le savons tous, pour limiter le dumping entre les différents États membres. Elle seule nous permettra de nous protéger des stratégies d'optimisation de certaines multinationales dont les GAFA sont les exemples les plus frappants. Une Europe qui adopte des règles justes et équilibrées, qui ne s'impose pas au détriment des citoyens ou des acteurs économiques, que ce soit à l'échelle du marché unique, mais aussi dans le cadre des traités internationaux. C'est, nous le savons tous, le préalable d'une Europe puissante et convergente, d'une Europe propice aux initiatives, au développement économique, à l'innovation technologique, à une véritable politique économique commune, servie par une intégration budgétaire et une fiscalité propre. Le gouvernement économique de la zone euro, doté d'une légitimité politique, sera l'interlocuteur de la Banque centrale européenne en matière de stratégie monétaire. Et il sera compétent
pour adopter des politiques industrielles communes dans des domaines clés et stratégiques tels que le numérique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la transition énergétique, l'aérospatiale, afin d'additionner les atouts de nos secteurs d'activité les plus performants, d'assurer les transitions nécessaires tout en réduisant les coûts, enfin aussi de garantir nos approvisionnements et notre indépendance technologique. Dans cette nouvelle donne stratégique, une nouvelle PAC a, à notre sens, toute son importance, même si, avec le temps, l'actuelle s'est diluée dans autant de politiques nationales, perdant ainsi sa capacité à incarner un dessein européen. La PAC, c'est aujourd'hui 43% du budget, dont 17% revient à la France. Mais face aux perspectives, nous le savons, il y a lieu de s'interroger sur les conditions de sa subsistance. Pourtant, l'enjeu alimentaire du XXIe siècle est incontournable, mais pas seulement. Nous avons plus que jamais besoin d'une politique agricole commune à l'échelle européenne pour assurer à nos concitoyens une alimentation de qualité et en quantité, dans une logique de développement durable, pour relever le défi de l'évolution climatique, de la préservation des ressources naturelles et des énergies renouvelables. Et en ce sens, les agriculteurs européens doivent s'approprier ces enjeux et développer des outils technologiques innovants au service d'une agriculture alliant performance économique et environnementale. Pour atteindre ces objectifs, la question du montant du budget européen, pilier d'une relance de l'Union européenne, est donc centrale. Pour nous, centristes, la participation de la France à 20,2 milliards s'impose. Nous sommes tous conscients que le budget européen de 158 milliards sera insuffisant pour répondre aux enjeux d'une Europe audacieuse telle qu'identifiée. Comme le soulignait il y a quelques jours Michel Barnier lors d'une audition au Sénat, le groupe centriste est convaincu que l'Europe seule a cette masse critique et dispose d'une autorité légitime pour porter demain les valeurs de la France et ses intérêts dans le monde. Aussi voterons-nous ce budget, Madame la Ministre. Mais avant toute chose, il s'agit de bien négocier ce deal du Brexit. À ce jour, les 27 ont réussi à dépasser les flottements qui ont suivi l'annonce et échapper à une vague de populisme qui aurait pu balayer l'Europe, prouvant ainsi sa solidarité et même le regain de l'idéal européen. Ils sont aujourd'hui unis pour négocier et solder les comptes du Royaume-Uni dans le cadre d'un retrait ordonné qui doit s'achever en mars 2019. Cette méthode doit permettre d'objectiver les conséquences de la sortie de l'Union européenne. Chers collègues. Il n'est pas question de payer à 27 ce qui a été décidé à 28 et être en dehors de l'Union européenne ne peut impliquer les mêmes relations que le fait d'être membre à part entière. Pour conclure, je citerai une fois de plus notre négociateur. S'il y a une chose que nous avons bien compris, c'est ce que nous ne ferons pas ensemble entre Européens pour construire notre avenir, personne ne le fera à notre place. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, le début de nos échanges sur le projet de loi de finances pour 2018 nous amène tout naturellement à examiner l'article 27 relatif à la participation de la France au budget de l'Union européenne. C'est un sujet de première importance, sachant que la France est le deuxième contributeur net européen après l'Allemagne, avec 19,1 milliards d'euros versés en 2017. Notre participation au budget européen représente ainsi 13% de l'ensemble des contributions nationales. Par ailleurs, en retour, la France a touché 14,5 milliards d'euros de dépenses, soit 11% des dotations accordées à des États membres. Notre pays est ainsi le premier bénéficiaire européen des dépenses de la politique agricole commune, la PAC, avec une dotation européenne de 9 milliards d'euros. Il est également intéressant de noter que l'Union européenne abonde également les fonds français de politique de recherche et de développement à hauteur de 2,221 milliards d'euros. En réalité, vous le savez, l'Union européenne redistribue la quasi-intégralité de ses moyens auprès des États membres. Seuls 6% des dépenses européennes sont effectivement consacrées au fonctionnement des institutions, essentiellement aux frais administratifs des 3 institutions européennes. L'actualité brûlante des dernières années nous invite cependant à revoir rapidement notre stratégie d'affectation des crédits européens. Depuis plus de 30 ans, des dirigeants de tous les pays européens appellent à renforcer le budget européen pour accroître nos capacités d'action. D'ailleurs, un groupe de travail planche depuis plus de 3 ans sur la recherche de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Dépenser davantage ensemble, c'est en effet
conduire des économies en limitant nos dépenses individuelles et en mutualisant nos actions. Il est plus que temps de donner à l'Union européenne les moyens d'agir. Le rapport Monti de janvier 2017 a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence à réformer le budget européen, tant sur les recettes que sur les dépenses. Ce besoin de repenser le budget européen n'est d'ailleurs pas une demande franco-française. Pour répondre à la crise économique et financière, puis à la crise migratoire, l'Union européenne a multiplié ces dernières années les fonds hors budget européen, comme le mécanisme européen de stabilité créé en 2012. Deux défis méritent notre attention dans la réflexion sur la participation française au budget européen. La nouvelle politique européenne de défense, d'une part, et d'autre part, l'épreuve du Brexit. Sur la politique européenne de défense, 20 États membres ont signé, mercredi 8 novembre, un pacte de défense visant à créer un noyau dur de pays capables de financer et de faire vivre une vraie coopération militaire au niveau européen avec la production de nouveaux matériels militaires, la mise en place d'une force commune d'intervention et l'établissement d'un budget européen de défense. Ces engagements, que nous soutenons fortement, s'inscrivent dans la continuité de la coopération structurée permanente, la PESCO, signée en juillet dernier. Sur les conséquences du Brexit sur le budget européen, il convient de rappeler que l'Union européenne perdra un de ses principaux contributeurs. Le départ du Royaume-Uni déclenchera ainsi une perte de recettes au budget européen à court terme, avec l'arrêt du versement de sa contribution, soit une diminution de 6 à 7 % du budget européen actuel. De nombreuses options sont encore sur la table, mais le doute subsiste sur l'avenir de l'équilibre financier de l'Union européenne. Il s'agira donc de s'assurer que le Royaume-Uni s'engage à respecter coûte que coûte ses engagements financiers conclus dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, face aux nouveaux défis de ce siècle, une action collective au niveau européen est la seule solution viable. Le groupe Les Indépendants, République et Territoires vous invite donc à envisager une participation plus ambitieuse de la France au projet européen afin de doter l'Union européenne des moyens nécessaires à son développement. Nous souhaitons que le gouvernement continue à s'engager dans ce sens. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier, non inscrit. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Europe est une réalité géographique, historique, culturelle et cultuelle. Cette Europe réelle, charnelle, c'est une union des nations, une Europe qui, tout en reconnaissant ses dénominateurs communs, respecte chacun des peuples qui la composent et qui sont attachés à leur liberté et à leur identité propre. On a beaucoup dévoyé la position du Front national sur l'Europe, aussi je le dis ici de façon claire et définitive. Oui, nous sommes européens, de fait. Que vous soyez comme vos parents nés à Brest ou à Vladivostok, vous êtes européens. Vous ne le serez jamais si vous résidez à Istanbul. Et c'est précisément parce que nous sommes pour une Europe des nations libres et des peuples souverains que nous combattons cette union européiste, véritable machine à broyer les libertés, les souverainetés, les identités nationales. Un monstre froid, bureaucratique, technocratique, dogmatique, qui ignore la volonté des peuples pour imposer une Europe de la finance, une Europe qui ne serait plus qu'un terrain de jeu livré au nomadisme économique et migratoire. Quand de Paris à Londres, en passant par Vienne, Varsovie, Budapest, Amsterdam et même Berlin, les peuples se lèvent pour dire non à votre Europe antidémocratique, quelle est votre réponse? Une incarcération européenne plus dure encore, décidée par les geôliers de la Commission de Bruxelles et la Cour européenne des droits de l'homme, mais jamais du citoyen. Or, la réalité européiste est accablante. La politique européenne de défense est une chimère, la politique agricole commune a ruiné notre agriculture. La directive des travailleurs détachés est un véritable fléau. L'opération d'agit-prop d'Emmanuel Macron, largement relayée par des médias complaisants, n'y changera rien. Le nombre de ces travailleurs dépasse désormais les 350 000. La politique commune de contrôle des frontières avec l'agence Frontex est un échec.
La déferlante migratoire et les attentats islamistes sont là pour nous le rappeler. Et enfin, la politique d'uniformisation de nos collectivités territoriales est en opposition totale avec notre modèle français. Afin de faire disparaître les États-nations, l'Union européenne encourage l'émergence de grandes régions capables de passer outre le niveau étatique. Et cette stratégie de désintégration nationale n'est pas sans responsabilité dans la crise que subit aujourd'hui l'Espagne. Depuis plusieurs années, notre contribution au budget de l'Union européenne est en constante augmentation. Elle est aujourd'hui de près de 20 milliards. Depuis 1982, la contribution de la France au budget européen a été multipliée par 5. Et pour quels résultats? Augmentation dramatique du chômage et de la pauvreté, austérité budgétaire, immigration massive et démantèlement de notre industrie et de notre agriculture, et j'en passe. Alors que l'Union européenne nous reverse que 13 milliards, ce sont donc 7 milliards que nous offrons chaque année à nos geôliers, pendant que nos communes se verront amputer, elles, de 10 milliards de ressources fiscales. L'Europe, mes chers collègues, ce n'est pas seulement un marché, ni un supermarché dans lequel la France occuperait le rayon de bronze-cul. L'Europe, c'est le berceau de la civilisation occidentale helléno-chrétienne. C'est un héritage, un équilibre, un assemblage de nations qui aspirent à coopérer tout en préservant leur liberté. Nous ne saurions dès lors cautionner une telle soumission à votre vieille construction européiste qui a démontré toute sa nocivité. Et pour conclure en une demi-phrase, alors mes chers collègues, notre position est claire, européens d'accord, mais français d'abord. La parole est à monsieur Franck Menonville du RDSE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, s'exprimant à la Sorbonne le 26 septembre dernier, le Président de la République a justement rappelé que l'Europe était notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. Je partage cette vision qui nous éloigne d'une Europe comptable. L'examen aujourd'hui sur le prélèvement européen des recettes de l'État fixé à 20,2 milliards d'euros pour 2018 nous invite immanquablement à une approche plus terre-à-terre. Comme on le dit plus familièrement au regard de notre contribution, en avons-nous pour notre argent? Nous connaissons l'équation, notre rapporteur l'a d'ailleurs brillamment détaillée. La France est le deuxième contributeur net du volume au budget donc, de l'Union européenne derrière l'Allemagne, tout en étant le troisième bénéficiaire en politique européenne. Notre pays profite en particulier de deux principaux instruments d'investissement dans l'Union européenne. La politique agricole commune tout d'abord et le Fonds européen pour l'investissement stratégique. Concernant la PAC, nos agriculteurs percevront 9 milliards d'euros en 2018, soit la moitié environ de notre contribution. Cela dit, donc, je m'inquiète de la diminution des soutiens européens au cours de ces derniers exercices budgétaires. Cette baisse est le fruit de l'actuelle programmation financière pluriannuelle de l'Union européenne. Une évolution qui jette un doute sur la volonté de maintenir la PAC comme une priorité. Madame la ministre, vous connaissez la situation difficile que traversent beaucoup d'agriculteurs. Nous devons pouvoir compter sur vous pour que l'agriculture européenne soit confortée dans le cadre financier pluriannuel post-2020. La politique agricole commune doit demeurer une priorité de la politique communautaire. J'en viens maintenant au Fonds européen pour les investissements stratégiques. Le bilan tiré de la première phase arrêtée en 2016 a démontré que notre pays était le principal bénéficiaire du plan Juncker, avec 15 milliards d'euros. Nous devons nous en féliciter. Nous pouvons ajouter à cette logique de juste retour des externalités positives non quantifiables, telles que l'appartenance à un marché unique. Il n'est donc pas besoin de démontrer que nous ne devons jamais douter de l'Europe. Cependant, mes chers collègues, ces points positifs pour la France n'exonèrent pas une réflexion sur l'architecture et le niveau des ressources européennes, une réflexion rendue plus pressante à l'approche de la sortie du Royaume-Uni. Car à terme, nous le savons, le Brexit privera le budget européen de 10 milliards d'euros. Des travaux ont été menés notamment
par le groupe de haut niveau, un consensus existe sur la nécessité d'avoir des recettes plus lisibles, plus transparentes et plus efficaces et plus équitables. Je tiens d'ailleurs à souligner la nécessité de mettre fin aux rabais et aux corrections qui faussent les règles de solidarité, une valeur pourtant au cœur du projet européen. Il me semble également nécessaire d'insister sur le cadre financier plus souple afin de répondre, aux côtés des politiques traditionnelles, à la montée en puissance des enjeux de sécurité, de lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la gestion des flux de réfugiés et de migrants, mais aussi les enjeux de défense, quid des opérations extérieures. Dans les situations d'urgence, l'Union européenne a pu actionner des mécanismes de flexibilité dont elle disposait pour doubler les crédits. Mais on a aussi vu se développer en parallèle des mécanismes hors budget. Une part plus conséquente donc du budget non affecté pourrait être envisagée dans un prochain cadre pluriannuel. Et plus précisément sur la défense, je souhaiterais terminer par cela. L'effort demandé sera croissant compte tenu du contexte international actuel. Le Fonds européen de la défense, annoncé par la Commission européenne en juin dernier, est une bonne initiative. C'est un pas de plus vers l'Europe de la défense, même si le chemin reste long. En attendant, il faudra encore compter sur l'engagement et le sens des responsabilités de certains États membres, au premier rang desquels la France, qui assure bien souvent aux côtés du Royaume-Uni l'essentiel des déploiements militaires extérieurs. Aussi, dans le cadre des discussions sur la contribution de chacun au budget européen, je pense qu'il est opportun de prendre en compte le coût des engagements nationaux que fournissent les États membres pour assurer la sécurité de l'Europe et pour lesquels ils contribuent pleinement. Mes chers collègues, le RDSE a eu l'honneur de compter parmi ses membres, l'illustre Maurice Faure, cher à notre président Requier, signataire du traité de Rome pour qui l'Europe était une idée, un esprit, une communauté de valeurs, mais aussi une réponse à des situations géopolitiques dévastatrices successives. L'élu de la Meuse que je suis en est pleinement conscient. Sachant nous mobiliser pour assurer l'avenir de l'Europe, nous voterons donc votre budget, Madame la Ministre. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Simon Sutour, socialiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui le montant du financement de la France à l'Union européenne pour l'année 2018. C'est, je le rappelle, un exercice très contraint puisqu'il s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne qui court de 2014 à 2020, alors que s'engagent d'ores et déjà les discussions pour le prochain cadre financier pluriannuel post-2020. Pour mémoire, le montant global du budget présenté par la Commission européenne pour l'année prochaine s'élève à 145 milliards en crédits de paiement, dont plus de 55 milliards pour les fonds structurels, on les a évoqués, et d'investissement, 59 milliards pour l'agriculture et le développement rural, le solde étant affecté à la recherche, à différents programmes tels qu'Erasmus+, et bien sûr aux politiques mises en œuvre concernant la problématique migratoire et de sécurité. Pour notre pays, le montant du prélèvement sur recettes européen est estimé à 20,2 milliards d'euros pour 2018, contre 17,9 milliards d'euros en 2017. C'est un effort important puisqu'il s'agit du 4e poste du budget de l'État. Le budget européen doit aujourd'hui répondre à 3 exigences. Relever les défis ponctuels, préserver les politiques qui font l'identité de l'Union et lancer de nouveaux projets communs. Parmi les défis à relever, la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité sont, depuis les attentats qui ont frappé nombre de pays de l'Union, devenus une priorité. Je ne reviendrai pas, bien sûr, en détail sur l'ensemble des mesures prises qui, si elles sont encore insuffisantes, vont tout de même dans le bon sens. La Commission des affaires européennes du Sénat, Monsieur le Président Bizet, a de ce point de vue été en pointe sur ces sujets. Et vous avez pu, chers collègues, tous, ces 2 dernières années, approuver dans cet hémicycle de nombreuses résolutions européennes dans ce sens.
Cette prise de conscience récente d'une politique commune en matière de sécurité comme en matière de migration a bien évidemment un coût qui n'était pas forcément anticipé dans le cadre financier pluriannuel actuel. La Commission européenne a toutefois mobilisé les crédits nécessaires, faisant preuve, et c'est assez nouveau pour être signalé, de pragmatisme et de souplesse, même s'il convient d'être vigilant sur la réaffectation des crédits dont pourraient souffrir d'autres politiques de l'Union. D'ailleurs, au-delà de la question des mécanismes de financement du budget européen, l'introduction de plus de souplesse et la simplification de l'exécution budgétaire sont indispensables. On ne peut plus continuer avec un cadre budgétaire pluriannuel aussi rigide, car au contexte budgétaire délicat que connaissent et l'Europe et les pays membres s'ajoute un système d'exécution particulièrement lourd et archaïque. Si bien qu'à l'occasion de la révision à mi-parcours du cadre financier actuel, les instruments de flexibilité ont dû être débloqués au maximum. Il a fallu batailler pour préserver le financement de politiques pourtant considérées dans les discours comme prioritaires. Cette mauvaise prévisibilité a entre autres pour conséquence une multiplication des budgets rectificatifs, déjà 6 pour 2017, des restes à liquider importants et une non-consommation des crédits budgétaires en 2017 de 7,7 milliards d'euros, notamment pour ce qui concerne la politique de cohésion. Cela a été évoqué par des collègues qui sont intervenus précédemment. L'Europe doit bien évidemment être une assurance stabilité, et il est souvent positif de programmer telle ou telle politique sur le long terme, mais l'Europe doit aussi être capable de réagir vite et de façon massive. L'Europe d'aujourd'hui est soumise à des aléas d'ordre financier, économique, climatique, géopolitique et sociaux qu'il faut être en capacité de traiter. La hausse de la dotation de l'initiative pour l'emploi des jeunes, pour la porter un total de 600 millions d'euros, ou encore la montée en puissance du plan Juncker sont de ce point de vue tout à fait satisfaisants. Rapprocher l'Europe et le citoyen, c'est d'abord une Europe dynamique qui protège les citoyens européens. Bref, aussi bien pour le financement que pour l'exécution budgétaire, il est temps de changer le logiciel. La négociation du futur cadre budgétaire post-2020 sera ainsi abordée dans un contexte budgétaire délicat. Il n'y a pas d'autre issue sans argent frais. Plusieurs scénarios sont proposés, en particulier par le groupe présidé par Mario Monti, qui a réfléchi pour trouver des moyens de financement plus transparents, simples, équitables et démocratiquement responsables. Il est peut-être temps de passer à l'action pour doter l'Union européenne de nouvelles ressources propres. Malheureusement, nous l'affirmons chaque année avec de plus en plus de force, mais sans grand succès. La question budgétaire est au cœur de la refondation de l'Union européenne. Il faut mettre en adéquation les financements avec les ambitions. Ce budget doit en être le signal. Pour la PAC, que je voudrais aborder maintenant, l'impact du Brexit est inquiétant, puisqu'alors que le budget actuel est déjà en baisse de 11%, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2019 se traduira par une perte estimée entre 10 et 11 milliards pour le budget global de l'Union, dont au moins 4 milliards pour la PAC. Pour la politique de cohésion, deux éléments suscitent l'inquiétude. D'une part, la sous-consommation des crédits actuels, cela a été évoqué, et d'autre part, les pistes de réforme pour l'après-2020. À la mi-2017, moins de 10% des crédits d'engagement de la politique de cohésion avaient donné lieu à des paiements, tout État confondu. Je ne reviendrai pas sur les causes qui ont déjà été très bien citées par notre rapporteur spécial. L'autre sujet d'inquiétude à ce propos concerne le 7e rapport sur la cohésion adopté par la Commission le 9 octobre dernier. Cette dernière n'a pas hésité à lancer des pistes de réforme qui conduiraient à de grands bouleversements. Fin de la couverture intégrale du territoire européen, renforcement des conditionnalités d'attribution des fonds structurels et d'investissement, mise en place d'un fonds unique d'investissement, augmentation des taux de cofinancement nationaux, comme pour la PAC d'ailleurs, régionalisation des recommandations pays par pays dans le cadre du semestre européen, création de nouveaux fonds pour soutenir les réformes structurelles et prévoit la possibilité d'introduction de nouveaux critères dans l'attribution des enveloppes budgétaires. Ce serait alors la victoire de ceux qui essaient depuis des années d'introduire ce système de conditionnalité contre l'avis de la France. Plusieurs organisations européennes représentant les collectivités locales et régionales se sont inquiétées à juste titre de ces pistes de réflexion. Nous devons appeler à la mobilisation de toutes et de tous pour sauver la politique de cohésion et même à son amplification.
Il ne faudrait pas enfin qu'à une politique de subvention soit substituée une politique de prêt garanti. C'est un changement de doctrine qui apparaît en filigrane dans certaines politiques de l'Union. Prenons l'exemple d'Erasmus et d'Erasmus+, qui permettent l'octroi de bourses d'études. Certains, ici ou là, souhaiteraient que son fonctionnement soit calqué sur le plan Juncker et qu'à la place de bourses, les étudiants aient accès à des prêts avantageux. Il faut veiller, je termine, Madame la Présidente, à ce que l'Union européenne ne multiplie pas les dispositifs de prêts qui vont pour le coup plus en direction du secteur privé et moins en direction du secteur public. Pour notre part, nous serons vigilants et intransigeants sur ce point particulier. Merci de vouloir conclure. Nous souhaitons, je conclus, mais beaucoup de collègues ont dépassé plus que ça, nous souhaitons que l'Europe ait les moyens de ses ambitions. Nous souhaitons qu'elle puisse se réformer pour être plus réactive et en phase avec les défis contemporains. Nous souhaitons qu'elle puisse répondre aux attentes des citoyens européens. Nous souhaitons tout simplement qu'elle réussisse. Il faut maintenant que l'Europe redevienne une idée populaire chez les citoyens européens. Le groupe socialiste et républicain, Madame la Présidente, agira avec force dans ce sens. Merci, chers collègues. Donc maintenant, la parole est à Monsieur Pierre Cuypers. Madame la Présidente, Madame la Ministre, l'examen de la contribution française au budget de l'Union européenne est un moment fort du débat parlementaire qui est consacré à l'Europe. Celui que nous menons aujourd'hui ne fait pas exception à la règle et à la lumière des éléments apportés par le rapporteur spécial de la Commission des finances, le groupe des Républicains votera en faveur du prélèvement sur recettes tel qu'il est proposé. Mais nos discussions revêtent cette année une dimension supplémentaire puisqu'elles entrent en résonance avec le débat sur la refondation de l'Europe. En effet, la mue que l'Union va devoir opérer ne saurait se satisfaire d'un statu quo budgétaire. Très clairement, le prochain cadre financier pluriannuel, dont les premiers contours seront présentés en mai 2018, devra faire face à d'importants défis. Le premier d'entre eux est bien évidemment le Brexit. Au-delà des négociations sur la facture dont le Royaume-Uni devra bien sûr s'acquitter à son départ, le Brexit entraînera un manque à gagner d'environ 10 milliards d'euros par an pour le budget européen. En second lieu, un certain consensus semble se dessiner sur la nécessité d'une action commune dans le domaine des nouvelles priorités que sont la défense, la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ou encore la gestion des frontières extérieures et des migrations. S'il faut, à mon sens, s'en féliciter, il n'en reste pas moins que les ambitions affichées devront se matérialiser par des niveaux de financement crédibles, comme cela est par exemple proposé dans le domaine de la défense via l'initiative d'un fonds européen bien spécifique. Selon la Commission européenne, le besoin de financement découlant de ces priorités se chiffrerait à 10, voire à 15 milliards d'euros par an. Sans même évoquer la question des différents projets de budget spécifiques à la zone euro ou celle des crédits accordés à d'autres objectifs politiques majeurs, ce serait donc, au bas mot, 20 à 25 milliards d'euros annuels qu'il faudrait trouver. Si l'on s'en tient, comme cela me semble souhaitable, à l'impossibilité pour l'Union européenne d'émettre de la dette, la solution de cette équation ne peut donc passer que par deux leviers. D'une part, une réduction des dépenses et d'autre part, une augmentation des recettes. En ce qui concerne les dépenses, permettez-moi tout d'abord d'insister sur la nécessité de leur passage en revue systématique, à l'aune des principes de subsidiarité et d'efficacité. En effet, si l'Europe n'a pas vocation à régenter les détails de notre vie quotidienne, elle n'a pas non plus vocation à financer ce qui relève à l'évidence de l'action nationale, voire locale. La clarification que nous devrons mener sur la répartition des compétences entre l'Europe et les États membres devra ainsi trouver son corollaire au niveau budgétaire en recentrant les financements communautaires sur l'ensemble des défis communs.
Chaque euro dépensé devra faire la preuve de sa valeur ajoutée, c'est-à-dire être investi dans des domaines et des projets pour lesquels l'action européenne n'est pas seulement appropriée, mais indispensable et surtout efficace. À cette fin, une culture d'évaluation de la dépense doit se faire jour au niveau européen, en miroir de l'évaluation législative désormais à l'œuvre. Mais nous devons également avoir à l'esprit que la réflexion sur les dépenses accentuera nécessairement la pression sur la politique de cohésion et la politique agricole commune, puisqu'elles représentent les 2/3 du budget. Si l'on souhaite préserver autant que possible leur financement, et tout particulièrement celui de la PAC, à laquelle mon groupe est profondément attaché, il faudra les faire évoluer. J'en viens maintenant à l'augmentation prévisible du volet recettes. Si sa composition n'est pas modifiée, c'est la ressource d'équilibre RNB qui sera une nouvelle fois mobilisée pour faire face aux besoins financiers. Pour notre pays, contributeur net, dont le prélèvement sur recettes représente tout de même le 4e poste de dépenses de l'État, cela représenterait un effort supplémentaire non négligeable. Dès lors, et même si je suis convaincu que le budget de l'Union représente bien plus qu'un simple jeu à somme nulle, opposant des contributeurs à des bénéficiaires, il faudra, à mon sens, engager une réflexion sur la manière de prendre en compte la participation des contributeurs nets dans le calcul de leur déficit public, car il serait pour le moins difficile de comprendre qu'une contribution française en hausse significative puisse éventuellement se traduire par des difficultés à respecter les critères du pacte de stabilité et de croissance. Par ailleurs, comment accepter une pression accrue sur nos finances publiques si celle-ci ne s'accompagne pas enfin de la suppression définitive de tous les rabais et autres corrections dont bénéficient plusieurs États membres? Cette réforme ne peut plus être repoussée, car il en va non seulement de la transparence sur les ressources de l'Union, mais également du principe d'équité entre les États membres, tout simplement. En tout état de cause, ces éléments montrent bien à quel point il serait malaisé de mobiliser encore davantage les contributions directes issues des budgets nationaux. Bien que ce sujet soit indéniablement sensible, le temps paraît ainsi venu de donner plus de place à des ressources véritablement propres. De nombreuses propositions ont d'ores et déjà été faites en la matière. Il me semble néanmoins que plusieurs principes, dont certains ont d'ailleurs été rappelés par le groupe de haut niveau présidé par M. Mario Monti, doivent guider notre réflexion. Tout d'abord, je crois que l'Union devrait se pencher prioritairement sur la ressource TVA existante, car celle-ci pourrait contribuer beaucoup plus au financement de l'Union européenne, en particulier si la lutte contre la fraude, estimée à 150 milliards d'euros par an, et plus largement la lutte contre l'évasion fiscale était rendue beaucoup plus efficace. Ensuite, rappelons que les ressources propres ne peuvent être assimilées à des taxes européennes, car le pouvoir fiscal est et doit bien évidemment demeurer du ressort national. Par ailleurs, le but ne doit pas être en soi d'augmenter automatiquement le budget européen, dont le volume adéquat doit faire l'objet d'un débat spécifique. L'objectif premier doit bien être de modifier la composition des recettes qui l'alimentent et donc de contribuer à stabiliser, voire à réduire les contributions directes des États membres. La réforme du financement de l'Union ne devra pas non plus conduire à alourdir l'imposition des citoyens. De ce fait, chaque euro prélevé au bénéfice de l'Union devra diminuer d'autant la charge fiscale au niveau national. Il sera en outre indispensable de veiller à ne pas plomber la compétitivité européenne en asphyxiant la production et donc privilégier les options qui seront au contraire de nature à la conforter, comme par exemple l'instauration d'une taxe carbone aux frontières ou plus largement de taxes anti-dumping robustes. Enfin, de telles évolutions rendront, selon moi, encore plus indispensable une implication accrue des parlements nationaux dans le processus de décision budgétaire, notamment lorsqu'il s'agira de définir des ressources propres, d'adopter le
cadre financier pluriannuel ou de contrôler l'exécution, tout simplement, du budget de l'Union. Madame la ministre, mes chers collègues, vous l'aurez constaté, si le vote du groupe des Républicains en faveur du prélèvement sur recettes marque sa volonté de donner à l'Europe les moyens de réaliser les objectifs que nous lui assignons, il n'en est pas moins l'expression d'une vigilance exigeante pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant, merci, chers collègues, à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le Vice-président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord vous remercier pour ce débat. C'est un moment démocratique important pour évoquer la contribution de la France au budget commun et ce qu'elle en retire, mais aussi pour mettre l'accent sur la valeur ajoutée européenne des politiques que nous menons ensemble au niveau européen. Il ne me sera naturellement pas possible de répondre à l'ensemble de vos prises de parole, mais voici quelques points sur lesquels je voudrais revenir. Vous l'avez mentionné, Monsieur le rapporteur spécial Joly, un accord a pu être trouvé la semaine dernière entre le Conseil des ministres et le Parlement européen sur le budget européen 2018, qui s'élèvera donc à 160,1 milliards d'euros en crédit d'engagement et 144,7 milliards d'euros en crédit de paiement. Ceci respecte les objectifs que nous nous étions fixés en termes de marge sous plafond. Les services du ministère de l'Action et des Comptes publics en étudient actuellement l'impact sur l'estimation de notre prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour 2018. En ligne avec nos priorités européennes, ce budget, qui doit encore être formellement adopté par les deux institutions d'ici la fin du mois, va permettre de dégager les financements nécessaires pour la croissance, l'investissement, l'emploi. Oui, Monsieur Ouzoulias, ce sont bien là nos préoccupations prioritaires et aujourd'hui, l'ensemble de la zone euro a renoué avec la croissance et aussi les mesures en faveur de la jeunesse qui en sont les principales priorités, avec notamment une montée en charge sur les programmes comme Erasmus+, comme vous l'avez justement relevé, Monsieur Sutour, et un renforcement des moyens du Fonds européen pour les investissements stratégiques établi dans le cadre du plan Juncker et dont vous avez parlé, Monsieur Menonville. Nous y avons veillé et les montants dédiés à la croissance et l'emploi ont globalement été accrus par rapport à la proposition initiale de la Commission. Ce budget permettra aussi le renforcement des moyens destinés à l'aide humanitaire et la poursuite de la montée en puissance de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Dans le même temps, un accord a été obtenu à la demande notamment du Parlement européen pour réduire les crédits destinés à la Turquie au titre de la préadhésion de 105 millions d'euros et pour mettre en réserve d'autres crédits pour ce pays à hauteur de 70 millions d'euros en crédit d'engagement et de 35 millions d'euros en crédit de paiement, qui seront mobilisables en fonction de la situation de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Je viens de revenir brièvement sur les grands paramètres des dépenses du budget 2018. Pour appréhender le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, il est légitime de chercher à nous situer par rapport aux autres États membres. Plusieurs d'entre vous l'ont relevé, la France se positionne à la deuxième place des contributeurs nets en volume après l'Allemagne. Et notre solde net est de fait négatif, bien entendu, et nous l'assumons, Monsieur Ravier, car il est avant tout l'expression du fait que nous sommes dans le groupe des pays moteurs de l'Union et que nous exprimons notre solidarité envers nos partenaires en rattrapage économique et dont on oublie encore trop souvent d'où ils viennent. Nous concentrer uniquement sur ce solde net présenterait néanmoins le risque de réduire notre débat à un chiffre qui ne permet en aucun cas de prendre la juste mesure de l'ensemble des bénéfices que nous retirons de notre appartenance à l'Union européenne. En premier lieu, faire partie d'un grand marché unique de 500 millions d'Européens dont nos entreprises tirent chaque jour profit. Nos amis britanniques en font d'ailleurs l'amère expérience
en mesurant au fil des annonces des opérateurs économiques qui envisagent de quitter le Royaume-Uni les conséquences de leur sortie prochaine. S'agissant du Brexit, je souhaite d'ailleurs souligner que son impact sur le budget sera nul pour l'année à venir. Quant au budget suivant, tout dépendra de l'issue des négociations en cours entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne le règlement financier dont devra s'acquitter Londres au titre des engagements souscrits en tant que membre de l'Union européenne. Dans l'hypothèse d'un hard Brexit et si le Royaume-Uni cessait brusquement toute contribution, l'impact budgétaire serait majeur dès 2019. On ne peut écarter ce scénario, même si nous travaillons activement pour que la raison prévale. Au-delà, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne entraînera le départ d'un important contributeur au budget européen, ce qui pèsera sur le prochain cadre financier pluriannuel pour l'après-2020, comme l'a rappelé le président Bizet ainsi que Madame Mélot. Parmi l'ensemble des défis auxquels l'Europe est confrontée, de nouvelles priorités sont par ailleurs apparues ou montent en puissance: défense, sécurité, défis migratoires. La révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 a d'ailleurs permis quelques premières avancées dans ce sens. Ces nouvelles priorités devront donc être prises en compte dans les prochaines perspectives financières de l'Union, tandis que d'autres politiques traditionnelles, comme la politique agricole commune et la politique de cohésion, que vous êtes nombreux à avoir mentionnées, resteront pleinement d'actualité. Plus que réviser à la marge ces politiques sous contraintes budgétaires, nous devons de façon équilibrée procéder à des transformations de fond dans le respect de nos intérêts. Le président de la République l'a par exemple dit au sujet de la PAC, M. Cuypers, M. Menonville, Mme Loisier. Celle-ci doit être rénovée pour devenir l'instrument de la transition agricole, de notre souveraineté face aux grands défis de la mondialisation. Nous y travaillons avec le ministère de l'Agriculture et l'ensemble des ministères concernés. Quant à la politique de cohésion, Monsieur Soutour, n'ayons pas peur des mots et n'ayons pas peur de réfléchir à des conditionnalités qui concerneraient par exemple le respect de l'état de droit, cette valeur sur laquelle nous ne devons pas transiger parmi les États membres de l'Union européenne, mais aussi le souci de davantage de convergence sociale et fiscale. Cohésion veut dire convergence. Parmi les nouvelles priorités de l'Union européenne, vous l'avez évoqué, Madame Mélot, Monsieur Menonville, celle de l'Europe de la défense est en train de devenir une réalité politique. Nous progressons sur le Fonds européen de défense. 23 États membres ont notifié officiellement, lors du dernier Conseil Affaires étrangères du 13 novembre, leur intention de participer à la coopération structurée permanente qui devrait être lancée en décembre. Bien sûr, du point de vue budgétaire, nous n'en sommes qu'au tout début. C'est dans le prochain cadre financier que l'effort sera véritablement à faire. Je voudrais malgré tout mentionner deux aspects concrets qui relèvent des budgets 2018 et 2019. Tout d'abord, l'action préparatoire sur la recherche en matière de défense, qui finance à hauteur de 90 millions d'euros entre 2017 et 2019, dont 40 millions en 2018, des projets de recherche qui ne pourraient pas être financés dans le cadre du programme de recherche européen Horizon 2020. Cette action préfigure le volet recherche du Fonds européen de défense, dont nous souhaitons le lancement dès début 2018. Ce Fonds européen de défense comportera également un volet destiné au développement de capacités qui s'inscrira dans le prolongement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense proposé par la Commission et qui devrait pouvoir financer de premiers projets dès 2019. Plus largement, permettez-moi également de souligner que si le départ britannique est une contrainte forte, il est aussi une opportunité de repenser le budget européen au regard de nos priorités politiques. Et ceci est vrai des dépenses comme des recettes. S'agissant de ce deuxième volet, la sortie du Royaume-Uni représente une occasion historique de remettre à plat le système de financement du budget européen. La France a d'ailleurs accueilli favorablement le rapport final du groupe de haut niveau sur les ressources propres présidé par Mario Monti, et que vous avez mentionné, Monsieur Joly, Monsieur Sutour, et attend avec intérêt l'examen à venir par la Commission des pistes de nouvelles ressources propres envisagées. En tout état de cause, le départ du Royaume-Uni entraîne mécaniquement la disparition du rabais britannique et la France soutient en conséquence la disparition de l'ensemble des chèques et des rabais dont quelques contributeurs nets bénéficient, contrairement à nous. Vous avez raison, Monsieur Cuypers.
À terme, nous avons également pour objectif la création d'un budget pour la zone euro qui financera des investissements et sera doté d'une fonction de stabilisation. Parmi les pistes de ressources envisageables pour financer celui-ci, le président de la République a évoqué dans son discours de la Sorbonne des taxes européennes dans le domaine du numérique ou de l'environnement, ou bien encore l'affectation de la fraction d'un impôt à ce budget, comme par exemple l'impôt sur les sociétés, une fois son harmonisation réalisée. Je souligne d'ailleurs que nous portons l'ambition commune avec l'Allemagne de parvenir dans les 4 prochaines années à l'harmonisation des bases de l'impôt sur les sociétés et que la France a par ailleurs proposé une feuille de route européenne sur la fiscalité du numérique. Après le Conseil européen d'octobre, une proposition législative de la Commission est attendue début 2018. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, après le discours de la Sorbonne du Président de la République et les débats que nous avons eus dans cet hémicycle sur l'avenir de l'Union européenne, la question qui m'amène aujourd'hui est bien plus immédiate. Au nom du gouvernement, je vous demande en effet d'autoriser le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour l'année 2018. Mais je voudrais souligner pour conclure combien cette contribution est fondamentale pour l'équilibre du budget européen 2018, mais aussi parce qu'elle exprime notre adhésion à la construction européenne, notre volonté d'agir ensemble et de pouvoir tirer profit ensemble des bénéfices qu'apporte la participation au plus grand marché unique et à la plus puissante zone commerciale intégrée au monde, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le sénateur Gattolin. Bien évidemment, la construction européenne génère aussi des frustrations et des insatisfactions. Je gage par ailleurs que nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur la meilleure manière de refonder l'Europe. Ces divergences sont légitimes. C'est la raison pour laquelle le Président de la République souhaite, en parallèle au processus de refondation de l'Europe, l'organisation de conventions démocratiques qui permettront d'écouter les citoyens européens sur ce que l'Union fait bien, trop peu, trop ou trop difficilement. Je sais pouvoir compter sur le Sénat pour participer à cette réflexion. Il reste cependant, et c'est là l'essentiel, que notre contribution nationale au budget européen marque notre engagement européen. Nous avons bien la conviction que c'est à l'échelle de l'Europe que nous pourrons au mieux garantir notre souveraineté. Je vous remercie et je reste à la disposition du Sénat. Merci, Madame la Ministre. Nous passons à la discussion de l'article 27. Un amendement présenté par Monsieur Bocquet. Le 396. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, un amendement qui a pu semer la perplexité, j'imagine, chez nos collègues. En fait, une forme d'anticipation peut-être des conséquences annoncées du Brexit, enfin en tout cas évoquées. Mais d'abord, on est quand même un peu étonné que nous soyons les seuls à déposer un amendement sur un article aussi important. Il ne s'agit pas d'une petite somme, 20 milliards, au-delà de 20 milliards. Il ne s'agit pas d'une subvention à une association de pêcheurs à la ligne. C'est une grosse participation de la France au budget de l'Union européenne. Mais André Gattolin le disait dans son intervention, ce n'est pas seulement une question de chiffres, ce n'est pas une décision budgétaire uniquement, c'est l'adhésion à un projet européen et qu'on ne peut pas manquer d'interroger, puisque on voit bien, on constate bien que le lien entre les peuples et l'Union européenne, en tout cas ce projet a été gravement atteint ces dernières années, pour toutes les raisons qu'on imagine, que je ne vais pas développer ici. Il faut interroger, selon nous, le projet européen libéral de concurrence libre et non faussée. C'est l'occasion de le faire, l'occasion de prolonger un peu le débat qu'on vient d'avoir. C'est une Europe qui inquiète, on le sait, une Europe qui divise, une Europe qui oppose tout le monde à tout le monde, malheureusement, et l'Europe du dumping social et dumping fiscal qu'on a déjà évoqué. Et ce sont des questions de fond, à mon avis, et la question se pose singulièrement. Donc, quelle destination à cette contribution financière au projet européen? Alors oui, pardon de l'Europe. Nous voulons changer cette Europe. Et contrairement à ce qu'on répercute souvent, les communistes, de toute façon, par principe, sont contre l'Europe. Bien non. Nous sommes pour une Europe humaniste, une Europe de la coopération mutuellement avantageuse entre les nations et les peuples, Europe de la paix dans le monde et de la solidarité, une Europe de l'harmonisation fiscale, enfin, de l'harmonisation sociale également à terme. Ça ne va pas se faire en 2 ans, mais si on décide aujourd'hui de le faire, on y arrivera. S'il y a une vraie volonté politique de le faire, on ne refait pas l'histoire. Mais si dans le traité de Rome en 1957, on avait inscrit comme objectif l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale, nous y serions à l'heure qu'il est, 60 ans plus tard, et on serait sans doute dans un autre contexte. Donc en 1957, on a créé un marché commun, et on voit bien que le marché, ça ne règle pas tout, ça ne suffit pas. Voilà le sens de cet amendement symbolique. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole? L'avis de la Commission, pardon. Madame la Présidente, chers collègues,
La Commission considère que la France a à faire face à ses engagements, que les estimations qui nous sont proposées dans le cadre du projet de loi de finances ne paraissent pas manifestement erronées. Et dès lors, la Commission propose de rejeter cet amendement. Merci. Avis défavorable, le gouvernement. Merci Madame la Présidente. À l'image de la Commission, la France considère qu'elle doit tenir ses engagements au titre de l'Union européenne et demande donc le retrait ou le rejet de cet amendement. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Monsieur Canvet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Effectivement, le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à l'Europe et l'attachement à l'Europe doit se traduire par le confortement de l'Europe et non pas par le fait d'enlever des moyens, a fortiori lorsqu'on s'est mis d'accord entre les différents pays européens pour ce qui concerne la répartition de la contribution. Donc il convient au contraire d'honorer ces engagements. Donc il est nécessaire que l'on puisse doter l'Europe des moyens lui permettant d'agir en même temps que on sait bien qu'un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes affrontés aujourd'hui ne pourront se régler que par une meilleure coopération entre les différents pays européens. Je ne veux parler que, par exemple, de la lutte contre les paradis fiscaux et autres errements que l'on connaît dans le domaine de la finance. C'est quelque chose qu'il nous faut construire ensemble avec nos partenaires européens. Le faire sans eux n'aurait aucun sens. Alors, chers collègues, des explications de vote? Monsieur Reynal. Évidemment, pour dire que le groupe socialiste se rangera évidemment à l'avis de la Commission, pour m'étonner quand même de ce raccourci historique, mon cher collègue, de ramener à 57 les choses en disant en 57, si on avait mis la fiscalité au cœur des débats, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu jamais un seul traité, pour dire les choses, parce que je crois qu'il faut relire l'histoire comme étant une création et puis des avancées successives. Donc c'était la meilleure façon, je pense, si on commençait par mettre en commun la fiscalité, de ne jamais avoir le moindre traité européen. Je m'étonne aussi que votre groupe propose une minoration symbolique, vous l'avez dit, du budget, alors que très souvent, plusieurs de nos groupes, et le vôtre souvent, appellent à plus de contributions, à plus de projets européens. Donc je pense que peut-être qu'il aurait fallu être symbolique, mais plus dans l'augmentation. Monsieur Lamini. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Très rapidement, pour m'associer aussi à ce vote positif concernant ce prélèvement sur les recettes du budget de l'État, plus de 20 milliards d'euros, 20,2 milliards d'euros. C'est vraiment un montant très important et on a pu mesurer, je dirais, de par les interventions des collègues qui se sont exprimés, souvent aussi avec beaucoup de passion, que c'est vraiment un engagement de solidarité nationale, et en rappelant que les années antérieures, l'année précédente, le montant était inférieur et que pour les années à venir, ce montant sera supérieur à 21 ou voire 22 milliards d'euros. Donc c'est aussi un acte de solidarité important. Et puis je rejoins les collègues qui ont parlé aussi de la politique agricole commune. Je crois ce sont des enjeux particulièrement importants. Donc en soutenant naturellement c'est le vote favorable pour cet article 27. Je vous remercie. Merci, chers collègues. D'autres interventions? On va donc non. On va passer au vote pour cet amendement. Avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement n'est pas approuvé. Nous allons donc passer au vote sur l'article 27. Prise de parole? Je crois que non. Donc, qui est pour cet amendement? Ah, pardon, j'ai pas eu l'avis du... Non, ça va. C'est l'article, OK. Qui est pour l'article? Qui est contre? L'article est donc approuvé. Voilà pour les débats des sénateurs autour de cet article 27 qui porte sur la participation de la France au budget de l'Union européenne. Article qui a donc été adopté sans modification. Le budget pour la participation de la France est en hausse en 2018 à 20,2 milliards d'euros, en hausse de 3,8 milliards par rapport à 2017. Sachez que ce budget est examiné dans le contexte compliqué du Brexit qui devrait impacter le budget de l'Union européenne. Et d'ailleurs, certains sénateurs se sont
inquiétés des effets que cela pourrait avoir pour la politique de cohésion, sur la politique migratoire et la politique en faveur des jeunes. Cela alors même que l'Europe est l'un des piliers du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.